Voilà, deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télévisions locales et le réseau VIA, ainsi que TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés ce matin. Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour. Et Aurore Berger, votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale en vidéo à partir de 10h ce matin. On rentre dans l'actualité politique européenne, j'allais dire. Nathalie Loiseau sera désignée tête de liste aux élections européennes de La République En Marche. Ma question, c'est, n'est-ce pas risqué de mettre une ministre des Affaires européennes, ancienne patronne de l'ENA, on le sait, qui a une image de quelqu'un proche de la, on va dire, technostructure bruxelloise, un peu ce que les Français rejettent, à la tête de cette liste? Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on a une ministre qui est prête à renoncer à son poste de ministre, alors que rien ne l'y obligeait, pour devenir députée européenne. En général, sur les anciennes listes, vous aviez beaucoup de gens qui étaient recasés parce qu'ils avaient perdu des élections, parce qu'il fallait les exfiltrer du gouvernement. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui fait le choix de vouloir siéger au Parlement européen et qui prend le risque de conduire une liste, parce que c'est toujours périlleux comme exercice, évidemment, d'être tête de liste, c'est-à-dire de prendre le risque d'être en première ligne, surtout quand vous êtes évidemment de la majorité. Et ça, je trouve que c'est un signal très clair aussi qu'on envoie aux électeurs français, qui est de dire, pour nous, siéger au Parlement européen, c'est pas quelque chose de second rang, c'est quelque chose qui est important, et il faut aussi que ça change l'image que les Français ont du Parlement européen, qui est souvent un peu éloigné d'eux, dont ils ne savent pas exactement ce sur quoi le Parlement européen travaille, et je pense que ça peut clairement y participer. Marcelo Westfred. Alors elle va former, Nathalie Loiseau, un attelage avec Pascal Canfin, l'écologiste, qui sera donc numéro 2 sur cette liste. Pascal Canfin, qui dirigeait il y a encore peu l'ONG WWF, il était assez critique avec Emmanuel Macron il y a encore peu. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de revivre ce que vous avez vécu avec Nicolas Hulot, avec Mathieu Orphelin, c'est-à-dire ces écologistes qui vous rejoignent et qui vous claquent ensuite la porte au nez? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il nous claque la porte au nez, puisque pour l'instant, mais il contraire, avait toujours refusé de vous rejoindre. Oui, mais il fait un choix. Et lui aussi, et je vois bien les critiques qu'il essuie depuis hier, qui sont quand même d'une rare violence à son encontre. Ça veut dire qu'il fait un choix délibéré, volontaire, de rejoindre une coalition qui est volontairement très large, qui va de La République En Marche, le MoDem, qui sont les alliés évidents, à agir aux écologistes, aux radicaux, à des gens aussi de la société civile. Donc ça, c'est la preuve qu'on arrive, nous, à rassembler le plus largement possible, là où les autres sont quand même très éclatés dans les différentes autres formations politiques. Et puis, c'est aussi la démonstration que non seulement on porte un discours écologique, mais que surtout, en Europe et en France, on a agi sur les questions écologiques et qu'on est en capacité d'obtenir des résultats. Vous pensez qu'il sera fiable? Ça, je pense que c'est quelque Vous chose pensez que ce sera d'utile. Pourquoi il ne le serait pas? Parce qu'il était critique il y a quelques semaines et que vous avez plusieurs écologistes qui vous ont rejoint et qui ont dit non, finalement, ne continuez pas. On ne demande pas aux gens de dire amen à tout par principe. On leur demande de nous rejoindre sur un projet qui est un projet européen, qui est un projet sur lequel on est très clairement identifié. Depuis l'élection présidentielle, même, où tout le monde avait déconseillé au candidat Macron de surtout ne pas parler des questions européennes parce que ce n'était pas du tout porteur de voix au moment de l'élection présidentielle. Il l'a fait. Et la constance qui est la nôtre, notamment sur les enjeux européens, à mon avis, sera mise à notre crédit au moment du 26 mai. Et là, dans ces élections, on voit bien qu'Emmanuel Macron veut installer le duel entre La République En Marche et le RN de Marine Le Pen. Est-ce que dans cette affaire-là, on n'oublie pas un peu votre ancienne famille, LR, avec un candidat, finalement, Xavier Bellamy, qui surprend, et qui finalement fait un plutôt bon parcours? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne peut pas être finalement la surprise de cette élection? Je pense qu'il faut sous-estimer aucun candidat. Je suis bien placée pour en parler, parce que de fait, celui qui est devenu président de la République avait été largement sous-estimé. Donc je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer de concurrents dans une campagne, quelle qu'elle soit, et aussi une campagne européenne où on sait aussi qu'il y a un risque de faible participation, malheureusement, le 26 mai prochain. Après, il y a aussi un choix qui a été fait de manière très claire par la droite. C'est pas anodin d'investir quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, et ça envoie aussi un signal sur quel est le socle idéologique de la droite. C'est pas lui faire offense que de rappeler quelles sont ses positions qui sont quand même extraordinairement conservatrices sur un certain nombre de sujets. Ça parle à une frange de l'électorat de droite. Je suis pas certaine que ce soit celui qui est le plus en capacité de rassembler l'ensemble de la droite française. Mais en même temps, sur le thème des élections, tout le monde est pour l'Europe qui protège maintenant. Il n'y a plus vraiment de différence finalement. Il y a des grandes différences sur ce qu'on met derrière l'Europe qui protège.
quand on parle d'Europe qui protège, est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut renoncer à un certain nombre d'idéaux européens ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut immédiatement focaliser sur la question migratoire et la submersion migratoire que nous prédit Marine Le Pen, ou au contraire, c'est de dire les frontières, ça a du sens, renégocier Schengen, ça a du sens, c'est ce que dit d'ailleurs le président de la République, sans pour autant abandonner nos valeurs et notre singularité européenne, notamment sur la question du droit d'asile. Nous, on a un discours qui est clairement pas du tout le même sur la question de la protection que celui de l'extrême droite ou que celui de la droite française. Alors avec le départ de Nathalie Loiseau du gouvernement, puisque mécaniquement elle devra être remplacée, deux choses. D'abord, on risque d'avoir un peu plus d'hommes que de femmes, surtout si elle est remplacée par le conseiller d'Emmanuel Macron, Clément Beaune. Ça fera 2 hommes de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut rétablir la parité? Et deuxièmement, le remaniement qui va intervenir cette semaine peut être plus large que prévu avec le départ de Benjamin Griveaux pour la mairie de Paris. Il restera le poste de porte-parole là. Vous pourriez être intéressé, votre nom circule beaucoup dans les prétendantes possibles. Alors, vous savez, ce genre de questions, j'y suis habituée depuis 2 ans. À chaque fois, on nous pose la question sur les remaniements. Vous imaginez bien que c'est la prérogative du Premier ministre et du Président de la République et leur seule prérogative. Ce qui est certain, et on l'a dit, c'est qu'on ne pourra pas avoir des ministres qui seront candidats. Parce que quand on est ministre, on est 100% ministre. Et c'est la raison pour laquelle Nathalie Loiseau ne pourra évidemment pas être à la fois ministre des Affaires européennes et candidate aux élections européennes. Donc en effet, c'est un secret pour personne qu'elle sera amenée à être remplacée. C'est pas non plus un secret que la question de la parité, c'est pas quelque chose de gadget ou de cosmétique pour nous, c'est quelque chose qui est important, de démontrer que les femmes ont autant de légitimité à occuper des responsabilités que les hommes. Et il faut absolument garder un gouvernement paritaire. Et ça, je suis persuadée qu'évidemment, c'est un point qui rentre en compte dans la manière avec laquelle le nouveau gouvernement sera organisé. Vous avez vu ce qui s'est passé hier au Mans, je change complètement de sujet, mais enfin voilà, une ville un peu en état de siège, des saccages. On a l'impression que la violence est installée maintenant comme un moyen de pression, de revendication. Je crois que certains, en tout cas, aimeraient que ça puisse être le cas. Il y a une forme, j'avais employé le mot de terrorisme, qui avait un peu choqué en disant mais comment elle peut parler de terrorisme par rapport aux différentes violences des samedis. Mais pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la volonté d'intimider, de menacer, de faire usage de violence pour essayer de faire plier une ligne politique. Et c'est pour moi la définition même de ce qu'est le terrorisme. Ça, c'est vraiment une forme de terrorisme, ce qui s'est passé au Mans? Alors, en tout cas, il y a une forme d'installation, en effet, de la violence dans notre société. Et finalement, pour certains, d'incitation à cette violence, mais en tout cas de légitimation. Ça n'existait pas depuis de nombreuses années dans les mouvements sociaux. Il n'y avait pas d'utilisation de la violence pour parvenir à obtenir le renoncement, la négociation, etc. Et là, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais laisser s'installer l'idée que ce serait par l'intimidation, par la menace, par la violence, qu'un quelconque mouvement social, qu'un quelconque groupement politique pourrait obtenir satisfaction. Et ça n'a jamais été le cas. Et nous n'avons jamais cédé face à ces violences. Au contraire, nous avons affiché face à cette violence une fermeté républicaine qui s'imposait, que certains nous ont même reproché, considérant que nous allions trop loin dans la fermeté. Je pense qu'on ne va jamais trop loin quand on rappelle les principes républicains qui sont fondamentaux et quand, évidemment, on ramène l'ordre dans notre pays. Alors, violence toujours, vous avez vu ce qui s'est passé samedi à Nice, la septuagénaire qui a été blessée. Bruno Retailleau, hier, le patron des Républicains ici au Sénat, a dit que Emmanuel Macron jetait de l'huile sur le feu avec ses commentaires, puisqu'on, rappelons-le, le président a dit qu'il y avait une forme de sagesse aussi à ne pas se rendre dans des manifestations interdites. Sur la forme, est-ce qu'il n'a pas un peu raison, Bruno Retailleau? Est-ce que le président ne doit pas faire attention à ses formulations pour ne pas sembler jeter de l'huile sur le feu, provoquer d'une certaine façon? Non mais, à un moment, il faut quand même rappeler des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont peut-être plus. C'est que ceux qui commettent des violences sont ceux qui en sont responsables. Et que quand on se rend dans une manifestation illégale, eh bien, on commet un acte qui est potentiellement répréhensible et qu'on se met soi-même en danger. C'est ce qu'on dit depuis le début de ce mouvement. Le fait de refuser de déclarer des manifestations en préfecture, c'est aussi se mettre en danger soi-même, parce qu'on n'est pas en capacité, les forces de l'ordre, la préfecture ne sont pas en capacité de garantir la sécurité de ceux qui voudraient manifester, évidemment de ceux qui ne le souhaiteraient pas et qui se trouvent aux abords des manifestations. Et de fait, cette femme, évidemment, ne peut que regretter
évidemment le président de la République l'a dit, qu'elle soit blessée, qu'elle soit tombée par un mouvement de foule. Mais de fait, on peut aussi quand même dire en tant que responsable politique, était-ce la place d'une personne, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelles que soient ses pensées politiques, de se retrouver dans une manifestation qui n'était pas autorisée. Aurore Berger, député des Yvelines, porte-parole de La République En Marche, et notre invité politique ce matin sur ce plateau. On vient d'apprendre que la croissance 2018 serait révisée à 1,6%. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Les prévisions, c'était plutôt 1,4, 1,5. Est-ce que ce sont les mesures annoncées par le gouvernement suite à la crise des Gilets jaunes qui permettent cette correction et d'être à un peu plus 0,1 de plus? Est-ce que vous y voyez un effet? Ce qui est certain, c'est qu'on a fait un vrai choix politique et économique de réinjecter 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat pour les Français. Et je pense qu'il faut évidemment aller plus loin, notamment sur la question de la baisse de la pression fiscale. Et c'est tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, surtout depuis le début du quinquennat. On dit qu'on rendra 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Je pense que c'est notamment le fait qu'il faut aller jusqu'au bout, par exemple, sur la suppression de la taxe d'habitation. Si un impôt est injuste et stupide, il ne l'est pas pour 80% des Français, il l'est pour 100% des Français. Mais ces 10 milliards, ça, ils vont peser sur le déficit 2019. Donc est-ce qu'on laisse finalement un peu filer les choses Ce n'est pas le cas, parce que je pense qu'il faut aussi pouvoir, quand on a ce type de mesures, se demander aussi comment, évidemment, on les finance. Est-ce qu'on les finance par l'impôt? Clairement, ça n'est pas notre choix d'augmenter la pression fiscale dans notre pays, bien au contraire. L'idée, encore une fois, ce que je viens de dire, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français, notamment par des baisses d'impôts. Et c'est toute la question de la baisse de la dépense publique. Et je pense qu'on a une véritable occasion, et que ce grand débat l'a aussi révélé, pour démontrer que la baisse de la dépense publique n'est pas une régression du service public, mais une meilleure efficacité de ce service public. Sur ce point précis, la semaine prochaine, le Parlement se saisit du grand débat, c'est à son tour, il rentre en jeu. Qu'est-ce que vous allez proposer? Quel rôle il va jouer? Puisque vous parlez de baisse de dépenses, pour l'instant, il y a très peu de propositions sur les baisses de dépenses. Où est-ce qu'on coupe? Où est-ce qu'on fait des économies? Alors, quel est le rôle du Parlement et qu'est-ce que vous, parlementaires, vous allez proposer? Alors, on a en effet un grand débat à l'Assemblée nationale les 2 et 3 avril. Et je pense que ça, c'est essentiel déjà d'arriver à dire, voilà, on a donné une parole directe aux Français qui nous ont interpellés et qui ont proposé aussi. Et on a vu la réussite du grand débat qui n'était pas forcément écrite à l'avance. Mais il faut aussi maintenant que les parlementaires s'en saisissent et que la démocratie délibérative puisse aussi retrouver tout son sens. Après, sur la baisse de la dépense publique, il y a beaucoup de choses qui sont remontées dans le grand débat, qui sont des choses, à mon avis, de bon sens. Beaucoup de choses qui sont remontées, par exemple, sur les collectivités locales et sur l'organisation des collectivités locales. Incompréhension sur les communautés de communes, sur les communautés d'agglomération, sur les doublons de compétences. Vous souhaitez qu'on touche au maillage administratif? En tout cas, c'est quelque chose à la fois sur la lisibilité des compétences, sur l'organisation territoriale, et qui est dite également par les élus locaux. Les élus locaux sont très critiques sur la loi NOTRe, qui n'a vraisemblablement pas permis d'ailleurs de réaliser les économies qui étaient prévues et qui a aussi participé à éloigner le citoyen avec des échelons qui sont devenus extraordinairement grands, voire assez impersonnels. Et je pense que oui, ça, c'est probablement une piste utile. Le grand débat a effectivement eu un succès incontestable. On y a participé nous-mêmes, presse régionale, en demandant aux gens. Mais après tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Ces tonnes de propositions qui arrivent de partout. Comment le président s'en sort avec tout ça? Il fait un catalogue de mesures, un grand plan, un référendum? Alors déjà, on en fait la synthèse. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas nous individuellement qui sommes en capacité de la faire, même si tout est public. Toutes les données ont été volontairement rendues publiques. Et ça, je pense, c'est une vraie preuve de transparence qui permet à chacun de s'en saisir et de vérifier qu'il n'y a pas un complot d'État pour essayer de dire ce que les Français n'ont pas dit. Ça, je pense que c'est important dans la période actuelle de poser ce principe-là. Donc, synthèse déjà et débat parlementaire. Ensuite, sur les modalités, est-ce que c'est un référendum qui peut être un référendum à choix multiples, d'ailleurs, parce qu'il y a plus de questions que juste le champ institutionnel qui se pose. Et, à mon avis, je pense qu'il faut à la fois, éventuellement, cette possibilité de référendum, mais surtout qu'on arrive à réconcilier démocratie directe et démocratie délibérative. Et on voit bien, justement, dans le volume des propositions qui ont été présentées par les Français, que le rôle des élus a encore un sens, a encore une utilité pour arbitrer entre des propositions qui, parfois, sont très contradictoires entre elles. Et c'est bien là aussi, je pense, le rôle des parlementaires que de dire qu'il y a une ligne politique qui a été choisie et définie au moment de l'élection présidentielle et des élections législatives. Il y a des ajustements qui sont légitimes et qui peuvent être apportés, mais c'est aussi notre rôle d'arbitrer avec un arbitrage politique.
Aujourd'hui, au Parlement européen, on va voter sur ce qu'on appelle la directive droit d'auteur. C'est toutes ces plateformes numériques qui utilisent les articles de presse, les morceaux de musique, etc. Vous êtes beaucoup investi sur le sujet. Qu'est-ce que ça va changer, ce texte ? C'est un texte qui est essentiel. Aujourd'hui, les plateformes n'existent que par les contenus qui y sont diffusés. Mais ces contenus n'ouvrent pas droit à la rémunération qu'ils méritent. C'est le cas pour la presse, et on sait que la presse traverse aussi une période qui est difficile, et c'est le cas aussi évidemment pour tous les contenus artistiques. Là, ça ouvre droit notamment à la reconnaissance de comment les plateformes en fait existent et de la question de leur rémunération. J'espère que cette directive sera adoptée largement. Et ça, ce serait la démonstration d'une Europe qui protège notamment sa diversité culturelle. Aurore Bergé, vous êtes une spécialiste à l'Assemblée de l'audiovisuel. On sait qu'une loi arrive sur la table du Conseil des ministres en juillet. Sur ce plateau, à votre place même, Franck Riester, le ministre de la Culture, a décrit les grandes options retenues pour cette loi. En parallèle, il y a le sujet de la mutualisation forte ou de la fusion possible de chaînes parlementaires qui est née. Quelle est votre position en tant que parlementaire ? Vous êtes sur Public Sénat aujourd'hui, mais vous êtes député sur ce rapprochement des deux chaînes. On avait auditionné en effet les patrons des deux chaînes parlementaires. Moi, je trouve qu'il y aura en effet une logique à ce que ces deux chaînes puissent travailler beaucoup plus ensemble. Je pense que ce serait plus lisible aussi pour les Français, que ça te permettrait aussi d'avoir des moyens qui seraient plus forts pour qu'elles permettent d'exister. Donc moi, je suis plutôt favorable, mais ça n'est pas une décision qui sera prise, vous le savez bien, dans le cadre de la loi. C'est pour ça que j'ai dit en parallèle, il y a le sujet qui sera prise ou non d'ailleurs par chacune des deux assemblées. L'Assemblée nationale et votre position à vous y est favorable. Et moi, j'y suis favorable. Merci beaucoup, Aurore Bergé. Vous êtes députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche, d'avoir été notre invité politique. Merci Marcelo Westfred, merci Hervé Favre. On passe au débrief de l'actualité. Denis Jambard, Yves Tréhard dans un instant. Voilà, Aurore Bergé quitte ce plateau et font leurs entrées. Eh bien, Denis Jambard, qui était là dans la première partie de cette émission, qui était éditorialiste. Bonjour Cyril, bonjour Nice Yves, Matin. bonjour à Bonjour tous. Et à Challenge, ne l'oublions pas, Yves Tréhard, qui reste directeur adjoint de la rédaction du Figaro, semaine après semaine. Qui n'était pas là en première et qui n'était pas là en première partie. Je suis observateur. On passe tout de suite à ce que nous a dit notre invité politique ce matin, Aurore Bergé, à propos de Nathalie Loiseau, évidemment, qui sera donc désignée tête de liste aux élections européennes de La République En Marche. Question posée, est-ce que c'était pas trop risqué de mettre une personnalité comme Nathalie Loiseau à la tête de cette liste, compte tenu qu'au fond, elle peut apparaître proche de cette technostructure bruxelloise qui n'est pas forcément bien perçue par les Français? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez entendu? Je ne sais pas s'il avait un grand choix, de toute manière, le président de la République. Je ne sais pas si la République En Marche avait un grand choix. Écoutez, elle réunit plusieurs qualités. D'abord, elle était ministre et elle quitte le gouvernement et elle trouve que ça, elle est obligatoire. Mais notre réalité politique trouve que c'est formidable de cet engagement, de faire cet engagement. C'est formidable. Je pense qu'elle avait peut-être épuisé les charmes de son ministère. Deuxièmement, elle est assurée d'être élue. Elle sera effectivement élue. Troisièmement, oui, les qualités, c'est quoi? C'est qu'elle connaît très très bien les sujets européens. La deuxième chose, c'est que c'est une femme et aujourd'hui, c'est important justement de montrer que on est ouvert, et troisième, enfin qu'on est ouvert, que la parité est respectée et obligatoire, effectivement. Troisièmement, elle a du caractère, Nathalie Loiseau. Je pense que, vous savez, si on regarde toutes les thèses de liste sont inconnues aujourd'hui. Monsieur Bellamy, je ne suis pas persuadé qu'il soit connu. Madame Manon Aubry, Monsieur Bardella. Et d'ailleurs, ils sont tous dans leur registre et dans leur couloir. Ils montrent une certaine qualité et une certaine conviction dans les arguments qu'ils proposent. Je pense que Madame Loiseau peut remplir cette mission. Est-ce que vous souscrivez à ce qu'a dit notre invité politique, Aurore Bergé, qu'au fond, c'est une nouvelle génération de politiques, de gens qui font de la politique, de femmes qui font de la politique? Elle prend un risque, elle quitte le gouvernement et elle part dans un engagement européen. Est-ce que vous souscrivez à ça, Denis Jambard? C'est pas un grand risque. C'est pas un très grand risque, puisqu'elle sera tête de liste, donc elle est certaine d'être élue. La deuxième chose, elle est cohérente. Elle a un combat européen, elle le poursuit là où il faut, dans le rendez-vous électoral européen. Mais pour poursuivre la réflexion d'Yves, moi, ce qui me frappe, en effet, j'ai envie de dire qu'on a eu un séisme en 2017, et là, on a la réplique du séisme. C'est-à-dire que dans tous les partis, on voit arriver une nouvelle génération politique et chercher les anciens. Il n'y en a plus un. En tout cas, qui ose aller à la bataille. Et ceux qui auraient pu y aller se gardent bien d'y aller. Parce qu'ils savent
là, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, je ne crois pas à la théorie ancien monde et nouveau monde. Je pense que l'histoire est un continuum. Mais en termes de visage politique, on a un ancien monde et un nouveau monde. Et on le voit dans cette confrontation européenne qui arrive. Et sans doute des acteurs politiques qui vont s'installer durablement sur la scène publique française, voire européenne. Deuxième thème que je souhaitais aborder avec vous ce matin, c'est le Brexit. Donc, nouvelle humiliation pour Theresa May, qui perd le contrôle du processus face au Parlement. Elle a d'ailleurs des secrétaires d'État qui ont déjà démissionné, je crois 3 hier. Comment elle est inextricable, cette situation. Il va falloir que les Britanniques reviennent aux urnes, Yves Tréhard. On verra, c'est pas encore écrit. Ce qui est sûr, c'est que Theresa May a fait preuve de beaucoup de volonté. Elle a été très forte dans cette épreuve parce que c'est quand même compliqué. On n'y comprend plus rien. On ne sait pas exactement ce que veulent les Britanniques. La procédure est inextricable, vous l'avez dit. Je ne sais pas si Mme May va pouvoir survivre politiquement à cette épreuve. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, ça donne un signe de faiblesse à l'extérieur de l'Europe qui est terrible. Et d'ailleurs, le président chinois, il n'a pas dû, il s'y trompe pas, et les États-Unis s'y trompent pas non plus. Ils regardent l'Europe comme étant là où des empires se constituent. Ailleurs, chez nous, l'empire européen est en train de se défaire en quelque sorte. Parce que je trouve assez important quand même, face au président chinois. C'est quand même dur. C'est quand même Emmanuel Macron ait réussi à rassembler à Paris pour une rencontre. Oui. On aurait voulu qu'il soit là les 28. Hein. Oui, bien sûr, mais au moins il y a la chancelière allemande et le représentant de la Commission, c'est-à-dire de toute l'Europe. Pour ce qui est de Madame May, bon, il est assez facile de faire du bashing, comme on dit aujourd'hui. Mais je trouve qu'elle a été du May bashing. Je trouve qu'elle a été extraordinairement courageuse alors qu'elle défendait une position qui n'était pas la sienne. Elle a respecté la volonté du peuple britannique exprimée par ce référendum de juin 2016. Et donc, elle a essayé d'aboutir et de sauver les meubles. Parce que tous ces partisans du Brexit qui ont fait que la sortie de l'Europe a été votée par les Britanniques, ils ne sont plus là, hein, on ne les entend plus. Ils se sont carapatés quand ils ont vu le désastre qu'ils avaient organisé. Et elle a essayé de sauver les meubles. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours qui viennent, c'est-à-dire avec cette échéance. Et puis les manifestations, hein, vous voyez, on voit des images pendant que vous parlez. Personne, mais il faut se souvenir aussi qu'ils avaient été assez nombreux à manifester au moment du référendum et ça n'a pas empêché les Britanniques de voter à 51,01% simplement. C'est-à-dire que la marche était tout de même étroite. Je ne sais pas ce qui se passerait s'il y avait un nouveau référendum. Vous voyez un peuple qui se dédie, c'est compliqué à gérer aussi. Hein. Yves Tréhard. C'est la foire aux démagogues, de toute manière, hein, on le sait très bien. L'Union européenne a toujours bon dos, elle est responsable de tous les maux. Je pense qu'en plus, chez les Britanniques, et beaucoup de Britanniques, il y a quand même une volonté de rester isolés, d'une certaine façon, sur leur île. Voilà, et malheureusement, c'est l'Europe qui en fait les frais. Ce qui est terrible, c'est que en plus, les Britanniques n'étaient pas très engagés dans l'Europe. Ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans l'euro. Oui. Et ils sont devenus un symbole de la désunion européenne. Mais ils se servaient de l'Europe simplement comme une zone de libre-échange, un marché. Et c'est dommage que justement la répercussion. On rappelait qu'ils se sont battus pour que la Turquie rentre dans ce marché. Oui, la répercussion de tout cela, c'est justement l'image détestable et fragile que donne l'Europe au reste du monde. Alors, ce président chinois à Paris qui signe des contrats avec Emmanuel Macron à l'Élysée, on a parlé tout à l'heure évidemment des contrats pour Airbus. Voilà, la Chine est devenue le partenaire de l'Europe, mais on a l'impression que les Européens signent de manière désunie. C'est au gré à gré, pays et pas globalement. Voilà. Oui, mais parce que justement, la Chine, elle veut bien se garder de considérer l'Europe comme un ensemble. Donc elle fait son business, si vous me permettez l'expression, avec l'Europe de l'Est, avec laquelle elle a des relations très privilégiées, qui s'ouvrent assez facilement à la Chine. Elle a des relations très particulières avec la France, et vous savez pourquoi? Parce que la France, depuis 1963, était le premier, justement, à reconnaître la Chine de Mao à l'époque. Et donc il y a une relation assez privilégiée avec la France. Mais il ne faut pas se leurrer. La Chine est sans pitié, le régime de Xi Jinping est sans pitié. Donc, ce qu'il faut faire, nous autres Européens, c'est essayer de s'organiser et de profiter
justement du différend qui existe entre les États-Unis et la Chine pour essayer de s'immiscer dans cette, de profiter de cette situation. Ça me paraît de bonne loi et il faut le faire absolument, mais il faut le faire intelligemment. Je voudrais rajouter à la stratégie, c'est-à-dire sur les pays de l'Est, aussi sur l'Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, le Portugal, la Grèce. on évoquait ça tout à l'heure, la Grèce. Donc ils essayent d'ouvrir les portes partout, avec un grand talent, il faut bien dire, et beaucoup d'arguments. Naturellement, je crois qu'on ne peut avoir, j'ai déjà dit, qu'une réponse européenne. Je fustigerai pas trop, Dieu sait si je suis prêt à critiquer M. Trump, je le fustigerai pas trop sur le bras de fer, au fond, quand on regarde le dossier, il n'a pas complètement... Sur le commerce. Non, bien sûr, Trump dans le bras de fer qu'il a engagé bien sûr. avec la Chine. Ce qui les contraint d'ailleurs à aller chercher un peu ailleurs. Et l'Europe devrait en tirer des leçons. Comme a dit le chef de l'État, je le redis d'ailleurs, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, pas de naïveté et du réalisme. C'est digne de Confucius. Oui. Mais mais si vous voulez, la bataille se joue là aujourd'hui, on le voit bien. L'Europe est en train d'être désorganisée, de se désorganiser, alors que les autres sont en train d'avoir des politiques extrêmement expansionnistes. C'est le cas de la Chine. L'expansionnisme américain, je dirais qu'il n'est pas tout à fait de même nature, parce qu'on voit bien que Trump a plutôt une attitude protectionniste dans la matière, mais son protectionnisme fait qu'il veut rester le gendarme du monde. Merci beaucoup Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bien joué. Et merci Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Merci. On regarde ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les émissions politiques, les journaux télévisés hier soir en résumé, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après. À tout de suite. Le président a réagi dans le journal local. Je pense que quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. En l'occurrence, il faut qu'elle assume une partie des risques qu'elle a pris, puisque la manifestation est interdite, il y a eu 3 sommations. Et elle est restée là, voilà. Donc elle a pris ses risques et le président de la République ne fait que dire des choses factuelles de bon sens. Dans ces moments où un président de la République devrait plutôt réconforter l'une de ses compatriotes qui s'est retrouvée dans cette situation, devrait plutôt l'épauler, devrait plutôt lui apporter son soutien, eh bien non. Il vient encore faire la leçon, il vient encore nous dire ce qui devrait être, il vient encore nous dire que lorsqu'on est une personne âgée, on n'a pas le droit de manifester. Mais enfin, quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et quand on est chef de l'État, on ne va pas l'enfoncer un peu plus. Je crois qu'il faut vraiment que le président de la République apprenne à prendre de la hauteur, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à plus de 4 mois de chaos dans notre pays, et je crois que c'est à cela qu'il devrait s'atteler, plutôt qu'à donner des leçons de morale. Moi, ce qui m'a frappé ce week-end, c'est qu'on a bien vu que les gilets jaunes et les black blocs, c'est-à-dire les gilets jaunes et les cagoules noires, étaient quand même 2 catégories qui n'avaient rien à voir. Le gouvernement n'a cessé depuis des semaines et des semaines à essayer d'entretenir une forme de confusion. Moi, je regrette les mots du président de la République. C'est pas possible qu'en permanence, il ajoute toujours cette petite phrase pour faire mal, pour mépriser ou pour machin. Il n'aurait pas dû dire ça, voilà. Il y a un accident, on verra ce qu'a été la réalité de cette blessure. Quand quelqu'un vient avec un drapeau pacifique pour dire bah non, moi j'accepte pas, j'ai envie quand même de dire que j'ai envie de manifester, ça ne peut pas se transformer en charge violente avec quelqu'un qui est blessé gravement. Et c'est pas les policiers en premier lieu que je condamne, c'est ceux qui inscrivent ce contexte, qui nourrissent ce contexte, donc notamment M. Castaner. Jean-Luc Mélenchon aussi a réagi. Attendez, c'est pas fini. Regardez ce qu'il a tweeté. Monsieur Macron, notre Geneviève de Nice n'a pas besoin de vos leçons de sagesse. Vous auriez beaucoup à apprendre d'elle. Elle milite pour le bien des autres et vous la frappez au nom de quoi? Moi, ce que j'entends surtout, ce sont des dirigeants de l'opposition, des responsables politiques, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui veulent prendre n'importe quelle petite phrase pour en faire une polémique. Voilà, nous poursuivons notre émission. Dans un instant, c'est Territoire Sénat. On s'y retrouve.